tout à fait positive. Une élection dans laquelle, bien sûr, il y a eu des irrégularités, des dysfonctionnements, ça, il y en a toujours. Mais ce que nous avons constaté, c'est que ces dysfonctionnements étaient relativement mineurs par rapport à l'organisation d'ensemble qui nous a paru très bonne. Nous avons été frappés également par la mobilisation de la population, donc des citoyens maliens, et la ferveur dans laquelle ils ont voté, l'enthousiasme et l'affluence également. Nous avons été aussi frappés par la bonne tenue du dialogue, ce que j'appelle le dialogue républicain, c'est-à-dire les candidats, aucun des candidats n'a versé dans un discours extrême. On n'a pas eu de dérapage. C'est resté vraiment un discours entre des élites de haut niveau, un débat de haute tenue. Réception à l'ambassade du Maroc à l'occasion de la fête nationale du trône, une fête qui célèbre le roi du Maroc. Cette année, la fête coïncide avec le 14e anniversaire de l'intronisation du roi Mohamed V. La cérémonie à l'ambassade a enregistré la présence de plusieurs membres du gouvernement. Youssouf Diakité, compte rendu. Pour la sauvegarde et la promotion. Cette célébration de la fête du trône coïncide avec le 14e anniversaire de l'intronisation du roi Mohamed VI. Occasion pour l'ambassadeur de rappeler les divers domaines de coopération entre le Mali et le Maroc. Cette cérémonie coïncide aussi avec la tenue réussie des élections présidentielles qui consacrent l'approche volontariste des dirigeants de la transition actuelle, des acteurs politiques, de la société civile et de tout le peuple malien qui aspire à l'instauration d'un état de droit et des institutions. Le Maroc est resté fidèle aux principes fondamentaux séculaires qui ont toujours marqué ses relations avec le Mali, à savoir la solidarité, la coopération et le partenariat gagnant-gagnant. Plusieurs membres du gouvernement malien étaient présents à la réception, ce qui témoigne de l'exemplarité de la coopération entre les deux pays. 31 juillet, journée panafricaine des femmes. Le thème régional retenu cette année pour célébrer cette journée est 50 ans après la création de l'organisation. Quelles sont nos attentes à l'occasion de cette journée? Les Maliennes, à l'instar de leurs consoeurs d'Afrique, se sont retrouvées une fois encore pour mesurer le chemin parcouru, identifier les défis afin de dégager des stratégies pour les surmonter. Le reportage de la cérémonie avec Moussokoura Konaté. Elles étaient très nombreuses, les femmes de la capitale, toutes catégories confondues, à prendre d'assaut ce mercredi le Centre international de conférences de Bamako. Et le jeu en valait la chandelle, puisqu'elles étaient venues célébrer plus de 50 ans de lutte pour la promotion politique, juridique, économique et socioculturelle de la femme. Avec pour thème 50 ans après la création de l'Organisation panafricaine des femmes OPF, quelles sont nos attentes? L'édition 2013 de la Journée panafricaine des femmes a été un cadre d'échange en vue de susciter la réflexion sur les sujets de préoccupation majeures. Selon la secrétaire exécutive par intérim de l'OPF, l'organisation a enregistré des résultats positifs, mais les défis restent énormes. L'Afrique reste marquée par les conflits, la faible application des engagements pris par les États, qui s'est traduit par la faible représentativité des femmes dans les instances de prise de décision. La précarité de leurs conditions de vie, marquée par la pauvreté, l'analphabétisme, la mortalité maternelle et infantile élevée, le paludisme, le VIH et le sida, les violences basées sur le genre, et j'en passe. Intitulé 50 ans après la création de l'OPF, Engagement des femmes pour la construction du Mali, le thème national interpelle les Maliennes à plus d'engagement patriotique pour la reconstruction nationale. S'agissant du Mali, notre pays est encore fragilisé par la grave crise sécuritaire et humanitaire qui l'a ébranlé jusque dans ses fondements. Chères sœurs maliennes, soyez fiers de vous et continuez à relever les défis car nos pionnières nous ont montré la bonne voie. Nous devons renforcer les débats autour des défis de la femme malienne, nous investir davantage pour la construction du Mali dans ce contexte de développement post-crise. Alouata Ishata Saï a procédé au lancement du livret OPF 50 ans de parcours, acquis, défis et attentes du Mali. Dans son allocution, la première dame du Mali a tout d'abord salué la pertinence du thème national avant d'inviter la nouvelle génération à plus de combativité face aux multiples défis liés à la paix, la sécurité et la stabilité sociale dans nos pays. J'adresse mes encouragements
à toutes les femmes du Mali pour leur combat quotidien au service de la paix. Je les exhorte particulièrement à s'investir et à s'impliquer dans la réconciliation nationale. Nous, les femmes, nous avons un rôle très important à jouer dans cette mission nationale qui est de prôner le dialogue entre les fils et les filles du pays pour une réconciliation inclusive. Je compte sur vous et je suis convaincu que vous en êtes capables. Ensemble, nous le réussirons. Une projection sur le parcours de l'OPF, un sketch sur la gestion des crises post-électorales et la prestation de l'artiste Saban Boubacar Touré ont constitué les temps forts de cette journée. Signalons que l'Organisation panafricaine des femmes, OPF, a été créée le 31 juillet 1962. À l'occasion de la journée panafricaine des femmes, nous rendons hommage à la Camerounaise Katang Ambiang Frédéric Vera, technicienne de spectacle. Elle est arrivée au Mali dans des conditions difficiles en 2005 grâce à son courage. Elle est aujourd'hui sur les scènes des grands festivals. Son portrait avec Cheikh Marsangari. 37 ans, mère d'un enfant et passionnée de la scène des spectacles. Voilà Katang Ambiang Frédéric Vera. Sa passion pour les métiers supposés être réservés aux hommes ne date pas d'aujourd'hui. Étant petite, j'avais une passion pour les métiers d'homme. Moi, mon rêve était d'être mécanicien d'avion. Bon, les études étant trop chères et trop longues, je n'ai pas eu la chance, j'ai perdu mon papa très tôt et j'ai eu une passion pour ce métier. Katang Ambiang Frédéric Vera a vu le jour le 20 juillet 1976 à Yaoundé au Cameroun. Au début des années 80, elle fréquente l'école primaire Notre-Dame de Victoire avant le lycée Leclerc courant 1990 à Yaoundé. Sa carrière scolaire s'arrête là. Commence alors un périple africain guidé par l'amour du son et de la lumière. Je me suis retrouvée en Côte d'Ivoire. J'ai fait le centre culturel français d'Abidjan. J'ai fait le Massa, le palais de la culture, la fête de la musique et tout et tout. C'est par rapport aux événements de la Côte d'Ivoire que je me retrouve ici en 2005. Son choix du Mali s'explique par l'hospitalité légendaire de notre pays. J'étais quand même en contact avec ma famille. Alors c'est mon grand frère qui me dit un jour au téléphone, quand les événements n'étaient pas bien en Côte d'Ivoire, il me dit au téléphone que est-ce que tu sais que le Mali et nous n'avons pas de visa. Fais tout et tout, entre au Mali. C'est comme ça que je saute dans un car et je me retrouve au Mali. J'ai fait 2 semaines à l'Autoga. Je dormais dans un magasin parce que je ne connaissais personne. Et après, comme ça, parce que je suis de nature battante, quoi. C'est comme ça que je trouve une maison et nous voici aujourd'hui. Katang Ambiang Frédéric Vera exerce la profession de technicienne de scène sans complexe. Quand moi je suis sur la scène et quand je fais mon boulot, je ne sais pas s'il y a des hommes à côté de moi, je fais ce qui m'intéresse. Je suis la personne qui branche tous les appareils sur la scène, qui branche la table de retour. Je m'occupe de tout ce qui est branchement sur la scène. Les micros, les amplis, les haut-parleurs, je m'occupe de tout ce qui est sur la scène. Aujourd'hui, la jeune dame est presque sur toutes les scènes des festivals au Mali. On peut citer entre autres le Festival international de percussion de Bamako, le Festival au désert de Sakan, le Festival de Manantali, le Festival sur le Niger. Un bel exemple d'intégration africaine et non moins de la persévérance de la femme moderne africaine. Il y a certaines femmes, elles ont de l'ambition, elles ont les idées, elles ont tout, mais parfois à un niveau, elles se découragent. Moi, je demanderais aux femmes africaines de toujours foncer. Parce que moi, je n'ai pas vu une femme africaine qui veut faire quelque chose et puis rater. Katang Ambiang Frédéric Vera est malienne de nationalité depuis bientôt 1 an. Le Mali, à l'instar de la communauté internationale, célèbre du 1er au 7 août la Semaine mondiale de l'allaitement. Cette année, le thème retenu est soutenir l'allaitement aux côtés des mères. À cette occasion, le ministre de la Santé, Soumana Makadi, a adressé un message à ses compatriotes, message dont je vous propose d'écouter un extrait au micro de Batraoré. Au Mali, presque toutes les mères allaitent leur bébé immédiatement après l'accouchement. Mais malheureusement, le taux d'allaitement maternel baisse dans les semaines ou les mois qui suivent
l'accouchement et en particulier le taux d'allaitement exclusif. La clé pour de meilleures pratiques de l'allaitement maternel réside dans le soutien constant de la famille et de la communauté qui constituent les 5 cercles de soutien envers la mère qui allaite, à savoir le cercle des réseaux familiaux et sociaux, le cercle du système de santé, le cercle du lieu de travail et de l'emploi, le cercle des gouvernements et de la législation, le cercle de réponse aux crises et aux situations d'urgence. Les objectifs de la Semaine mondiale de l'allaitement 2013 sont les suivants. Attirer l'attention sur l'importance du soutien par les pères pour aider les mères à établir et à maintenir l'allaitement. Informer les groupes de soutien de l'efficacité du conseil par les pères et réunir les efforts pour développer les programmes de conseil par les pères. Encourager les défenseurs de l'allaitement, quel que soit leur niveau d'instruction, à se proposer pour être formés afin de soutenir les mères et les bébés. Nous sommes républicains et nous n'allons pas ajouter une crise à la crise. Cette déclaration est du candidat de l'ADEMA PSG à l'élection présidentielle 2013. Dramane Dembélé a animé cet après-midi un point de presse au quartier général de son parti. Objectif, réagir aux tendances évoquées par le ministre de l'administration territoriale sur l'élection du 28 juillet passé. Brahma Traoré pour le compte-rendu. Le Mali n'a pas besoin d'une nouvelle crise et l'ADEMA PSG ne sera pas à l'origine d'une telle crise. Les candidats du parti de l'abeille à l'élection présidentielle rassurent ainsi l'opinion nationale. Dramane Dembélé se dit attaché aux valeurs républicaines. Le but de l'exercice, c'est d'apaiser. Je suis candidat d'un parti qui a géré le pays pendant 10 ans, qui a une conscience profonde de l'État, qui sait ce que veut dire la stabilité dans un pays. À la fin du processus, si quelqu'un est élu président en tant que républicain, moi je n'ai pas d'autre agenda particulier, j'ai un agenda républicain. Je mets le pays au-dessus de tout. Auparavant, les candidats Dramane Dembélé avaient fait visiter par la presse la commission de centralisation des résultats et la salle informatique du parti. Occasion pour le conférencier d'expliquer aux journalistes le dispositif mis en place pour suivre l'évolution du processus électoral. Déclaration du collectif des candidats à l'élection présidentielle. Nous, candidats à l'élection présidentielle de 2013, félicitons le peuple malien pour sa participation massive et dans le calme au scrutin du dimanche 28 juillet 2013. Déplorons quelques insuffisances dans l'organisation et invitons l'administration à les corriger avant les élections législatives. Appelons l'ensemble des candidats à respecter la volonté des Maliens et à agir dans le sens de l'apaisement indispensable pour éviter les affres de conflits post-électoraux. Réitérons notre confiance aux autorités nationales dans la conduite du processus électoral. Bamako, le 31 juillet 2013, ont signé Ousmane Ben Fana Traoré, Moussa Mara, Siaka Diarra, Racine Seydou Thiam, Alouseni Abameiga, Sibiri Koumari. Et toujours dans ce sens, le Congrès national d'initiative démocratique Sinid Faso Iruato et son candidat Muntagatal prennent acte des résultats provisoires de l'élection présidentielle de 2013 qui sont ceux qui les concernent largement en deçà de leurs attentes. Le Sinid Faso Iruato et Maître Muntagatal estiment néanmoins que la situation particulière que vit notre pays doit amener tous les candidats et leur soutien à mettre en pratique leur engagement, à mettre le Mali au-dessus de tout, en s'abstenant de rentrer dans des logiques de contestation qui ne peuvent que fragiliser davantage notre pays en ces moments particulièrement difficiles. Le Congrès national d'initiative démocratique Sinid Faso Iruato, malgré certaines insuffisances constatées, invite à l'acceptation par tous des résultats qui seront proclamés et des conclusions formulées par la communauté internationale dont la présence a été souhaitée par les Maliens eux-mêmes. Enfin, et dans l'attente des résultats définitifs à proclamer par la Cour constitutionnelle, le Congrès national d'initiative démocratique Sinid Faso Iruato et son candidat Maître Muntagatal félicite d'ores et déjà M. Ibrahim Boubacar Keïta pour ses bons résultats.
La société civile du Mali, dans une déclaration, félicite le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les acteurs politiques pour la réussite de l'élection présidentielle du 28 juillet. Elle appelle à l'observation des principes et obligations de la démocratie. Nous vous proposons d'écouter le président de la société civile, Bourema Leitouré, au micro de Batraoré. La société civile, déterminée à maintenir le climat apaisé qui a prévalu pendant la période préélectorale pour le bien-être, la quiétude des populations et l'image de notre pays, félicite le gouvernement, les partenaires techniques et financiers et les acteurs politiques pour la campagne apaisée et la bonne tenue de l'élection présidentielle du 28 juillet 2013. Félicite les organisations de la société civile d'avoir gagné le pari de la sensibilisation, de l'éducation et de l'observation citoyenne pour la forte mobilisation des électeurs jamais égalée au Mali avec plus de 50%. Félicite la population malienne dans toutes ses entités, malgré les insuffisances identifiées et assumées, pour avoir accompli au mieux son devoir citoyen. Au regard de cet important pari gagné, la société civile du Mali demande au gouvernement de poursuivre le processus de dépouillement et de proclamation des résultats dans une stricte neutralité, et ceci conformément à la loi électorale. Attire l'attention des candidats quant à l'impérieuse nécessité de garder toute leur sérénité pendant tout le processus et d'utiliser au besoin les voies légales de recours définies par la loi électorale par rapport à la gestion du processus électoral. Nous rappelons que le Mali est bien engagé dans le processus de sortie de crise. À cet effet, la société civile dénonce toute déclaration et tout comportement tendant à créer un climat de tension pouvant perturber l'ordre public. Exhorte tous les acteurs maliens, gouvernements, partis politiques et sociétés civiles à rester unis et solidaires en ce moment crucial et sensible dans l'intérêt supérieur de la nation et du peuple malien. Invite la presse publique et privée, nationale et internationale, à respecter l'orthodoxie et la déontologie en la matière pour la paix et la stabilité du Mali, durement éprouvée. Après la proclamation hier des résultats partiels de l'élection présidentielle, nous avons eu beaucoup de réactions de partis politiques, d'associations, de mouvements, notamment l'Alliance pour la République, le réseau des historiens et géographes du Mali, le réseau des jeunes leaders pour le développement, la coalition nationale des jeunes volontaires du développement, le mouvement national des jeunes patriotes, le mouvement des jeunes patriotes pour la défense du Mali, le mouvement national des femmes pour la sauvegarde de la paix et de l'unité nationale. Tous saluent la bonne organisation du scrutin, la forte mobilisation des électeurs et la sécurité dans les centres de vote. La jeunesse de la coalition IBK Mali d'abord a fait aujourd'hui une déclaration dans laquelle elle appelle ses militants et sympathisants et l'ensemble du peuple malien à la retenue et au calme pour le président de la coalition, Moussa Timbine, l'heure est à la communion autour du Mali et au rassemblement. Je vous propose d'écouter un extrait de sa déclaration. Nous félicitons les autorités de la transition sous la direction du président Dioncounda Traoré pour l'organisation efficace des élections, malgré les contraintes et malgré une situation très incertaine. Nous appelons nos militants, nos sympathisants et l'ensemble du peuple malien à la retenue, à la vigilance et au calme. Nous appelons l'ensemble des responsables et acteurs politiques à plus de responsabilités et à plus de pensées pieuses pour notre peuple et pour notre pays, qui ont tant souffert et qui attendent de tous les acteurs politiques des décisions et des comportements qui abrègent leur calvaire. Aujourd'hui, nous devons être patients, attendre dans le calme tous les résultats officiels. Nous devons penser au Mali que nous aimons tous et pour lequel nous nous sommes engagés. La confrontation politique, c'était le 28 juillet. Aujourd'hui, c'est la communion autour des valeurs démocratiques, autour du respect du verdict des urnes, autour de la confiance en nos institutions
et en nos organes électoraux. Ne cédons donc pas à nos peurs personnelles, ne cédons pas à nos défis personnels, ne cédons pas à nos traumatismes. Faisons appel à notre foi, faisons appel à notre amour du Mali, faisons appel à la dignité qui doit nous guider en toutes circonstances. L'homme de bien reste modeste dans la défaite comme dans la victoire. L'insensé s'agite, mais ne complique que sa propre destinée. À la lumière de cette sagesse ancienne, soyons toujours du côté de la raison, du côté de la sagesse. L'ONG Caritas Mali restitue les résultats préliminaires des opérations d'observation du scrutin de dimanche passé. En collaboration avec ses partenaires, l'ONG avait déployé 153 observateurs dans les 8 régions du pays. Caritas Mali se dit satisfait du bon déroulement du processus électoral. Adama Kodjo, compte rendu. Les opérations de vote de dimanche au Mali se sont déroulées normalement sur l'ensemble du territoire national. C'est le constat fait par les 153 observateurs de Caritas Mali. L'organisation non gouvernementale se réjouit de la maturité du peuple malien qui est sorti massivement pour accomplir son devoir civique. Les observateurs déployés sur le terrain ont noté une présence effective des membres des bureaux de vote, des représentants de candidats, de la CENI, de la presse nationale et internationale, ainsi que de nombreux observateurs nationaux, régionaux et internationaux. Pour la réussite de la mission d'observation, Caritas a mis les bouchées doubles à travers une plateforme virtuelle afin de recueillir, traiter et analyser en temps réel les données des agents des différentes équipes sur le terrain. Les observateurs étaient sur le terrain. Il y avait une équipe de coordination au niveau du secrétariat général et les informations étaient régulièrement recueillies. Et le soir, après le dépouillement, nous avons récolté tous les PV de nos observateurs. Les insuffisances notées par Caritas sont entre autres le manque de dispositifs d'orientation des électeurs, le retard dans l'ouverture de certains bureaux de vote et la saturation des réseaux téléphoniques. L'implication de Caritas dans le processus électoral se justifie par l'engagement des évêques du pays qui entendent participer à la consolidation de la démocratie au Mali. La mission d'observation dénommée Vigilance électorale 2013 de l'Association des jeunes avocats du Mali a fait également le bilan de l'organisation de l'élection présidentielle. Ces observateurs déployés à travers le pays affirment que les opérations se sont déroulées dans le calme et la transparence. Fademba Keita. 48 heures après le déroulement du scrutin présidentiel du 28 juillet 2013, l'Association des jeunes avocats du Mali, AJAM, dans son rapport de synthèse, se dit satisfaite du déroulement des opérations électorales. Cette annonce émane des rapports des 56 observateurs de l'association déployés dans les régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti, mais aussi dans les 6 communes du sud de Bamako et dans les cercles de Kangaba, Kati et Bougouni. Le rapport est destiné à nos partenaires techniques et financiers pour savoir comment cette mission s'est déroulée et quels sont nos constats et quelles sont nos recommandations. Bien évidemment, une copie sera remise aux autorités. Je parle notamment de l'administration territoriale, de la CENI, qui a bien voulu nous accréditer pour mener cette mission. À Mopti, nous avons constaté, comme ça a été dit à travers la lecture du communiqué, une forte mobilisation des électeurs. Il y avait, au-delà de la mobilisation des électeurs, il y avait aussi un niveau d'organisation très élevé. Cependant, quelques insuffisances ont été relevées par les observateurs locaux de l'Association des jeunes avocats du Mali. Par rapport à la résolution des difficultés énumérées, l'Association des jeunes avocats du Mali recommande entre autres la confection et la distribution des cartes NINA à temps, la formation et le recrutement des agents électoraux. L'AMSUNEM a déployé de son côté 50 observateurs pour suivre le premier tour de l'élection présidentielle dans notre pays. Les observateurs se disent satisfaits du déroulement du scrutin. Traoré Seynabou Diop est au micro de Mamourou Sidibé. Les résultats de notre observation révèlent ce qui suit. Un engouement certain
et une grande mobilisation des Maliens, une sécurisation très satisfaisante des lieux de vote par les services de sécurité. Un vote sans incident. L'ASNEM félicite donc les organisateurs pour la bonne tenue de ce premier tour de scrutin de l'élection présidentielle. Toutefois, l'ASNEM, en tant qu'observateur, a noté l'absence d'affichage public des listes des présidents et des bureaux et des membres du bureau de vote dans certains centres visités, ce qui est contraire à la loi électorale qui stipule que les listes doivent être affichées au moins 12 heures avant le vote. L'ASNEM souhaite la publication au détail de tous les résultats pour tous les 27 candidats à l'élection présidentielle, pour que chacun des candidats, tout comme la population malienne, sache qui a gagné et qui a perdu. L'ASNEM invite tous les partis politiques ou représentants de candidats à faire preuve de retenue pour éviter à notre population de nouvelles souffrances, car notre nation n'en a plus besoin. Remise de distinction au général de brigade François Lecointre, commandant de la mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali, et à 6 autres officiers supérieurs en fin de mission. C'est pour récompenser les efforts déployés par ces officiers et leur pays dans la reconstruction de l'armée malienne et aussi dans la reconquête des régions autrefois occupées par les djihadistes et narcotrafiquants. La cérémonie de décoration s'est déroulée cet après-midi au ministère de la Défense et des anciens combattants. Elle a été suivie par Agali Agagissa. Cet expert et formateur de la mission d'entraînement de l'Union européenne au Mali vient d'être décoré. Le général de brigade François Lecointre, commandant de la mission, est fait commandeur de l'ordre national du Mali à titre étranger. Un colonel, 3 lieutenants-colonels et 2 commandants de la mission ont reçu les distinctions chevalier de l'ordre national à titre étranger. Cette remise de distinction témoigne la reconnaissance des autorités maliennes à ses officiers supérieurs en fin de mission dans notre pays. Le Mali a traversé une des périodes les plus douloureuses de son histoire. Face à cette situation, nous apprécions hautement l'aide de nos amis, au premier rang desquels l'Union européenne, qui, dans un même élan de solidarité, ont volé à notre secours pour sauver la nation malienne du chaos qui le menaçait et pour aider l'État à se relever. Le Mali se souviendra particulièrement de l'effort appréciable consenti dans la quête du renouveau de son armée par l'entraînement des unités et l'élaboration d'une stratégie cohérente et adaptée. Les récipiendaires qui avaient pour mission l'entraînement des 4 bataillons de l'armée malienne quittent aujourd'hui le Mali avec satisfaction et plein de souvenirs. Les événements ont conduit à ce que cette mission, qui devait être une simple mission d'entraînement, devienne en fait une véritable mission de reconstruction, de refondation de l'armée malienne. J'ai senti, de la part de l'ensemble des autorités militaires maliennes, la volonté farouche de recommencer une histoire nouvelle de l'armée malienne. Plusieurs personnalités militaires et civiles ont pris part à cette cérémonie de distinction qui renforce une fois de plus la coopération entre le Mali et ses pays amis de l'Union européenne. Le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement a présidé hier à Kangaba la 9e session du comité de pilotage du programme Gestion décentralisée des forêts, GDFOR. Elle avait pour objectif de procéder à l'approbation des documents d'exécution technique et financière de l'année 2012 et du plan de travail du premier semestre 2013. Envoyés spéciaux Agibou Koulibaly, Mamadou Sidibé. Cette 9e session du comité de pilotage du programme GDFOR de Kangaba a porté sur l'adoption des documents relatifs à l'état d'exécution technique et financière des activités de 2012 et le début programme de 2013. Je pense que les membres du comité de pilotage ont joué leur rôle parce qu'ils ont analysé systématiquement tous les documents, ils ont fait des contributions pertinentes et c'est ce qui est demandé aux membres du comité de pilotage. Malgré la suspension du programme GDFOR, certaines activités démarrées en 2011 ont connu une évolution notable dans leur mise en œuvre. La gestion des fonds de crédit pour un montant de 290 millions de francs CFA, l'élaboration des schémas d'aménagement du territoire communal et des plans d'aménagement des massifs forestiers,
avec l'implication des conseils communaux à tous les niveaux. Aussi, grâce aux efforts déployés par l'équipe du programme GDFOR, certains résultats ont été atteints. La réduction de la pression sur les ressources forestières, suite à l'amélioration du niveau des revenus des populations, à travers les intérêts générés des fonds d'un montant de plus de 40 millions de francs CFA en 2012. L'augmentation du niveau des revenus des populations de la zone d'adaptation au changement climatique, qui passe de 8 millions de francs CFA en 2011 à 35 millions en 2012, soit une augmentation de l'ordre de 336%. Ainsi, à l'issue de cette 9e session, les membres du comité de pilotage du programme GDFOR recommandent d'engager auprès des bénéficiaires un mécanisme d'entretien et de réparation des forages réalisés sur le site du programme GDFOR, d'engager l'unité de gestion du programme à prendre les dispositions d'évaluation et de recouvrement total des impayés, d'entériner les recommandations sur le programme dans sa globalité afin qu'elle puisse orienter l'élaboration de la deuxième phase pour 2014. Actualité hors du Mali, en visite en Côte d'Ivoire, le président burkinabé Blaise Compaoré sort du mutisme. Il s'explique sur son projet controversé de création d'un Sénat. Pour l'opposition, il modifierait la Constitution et avec elle l'article 37 de celle-là. Le président burkinabé n'est pas à un paradoxe près. Silencieux depuis des semaines sur la fronde politique dans son pays, Blaise Compaoré profite de son passage en Côte d'Ivoire pour sortir du mutisme. Il se justifie sur son projet très controversé de création d'un Sénat à Ouagadougou. Lorsque l'on parle du Sénat, en fait, il ne s'agit pas d'une créature que moi, Compaoré, un matin, je me suis levé, je dis, il faut que je crée un Sénat au Burkina. Non. Non, pour Blaise Compaoré, la création de ce Sénat est le fruit d'un consensus. Un projet validé en 2011 par un forum où siégeaient des partis politiques, des religieux et des membres de la société civile. Faux, répond l'opposition politique, qui avait boycotté ce forum à l'époque. Depuis, elle multiplie les manifestations contre le Sénat. Cette instance pour les opposants permettrait de modifier la Constitution et surtout l'article 37, limitant le nombre de mandats présidentiels. Mais ce Sénat, le président Compaoré y tient coûte que coûte. Le Sénat va être mis en place et c'est tout ce que je peux vous dire. Qu'il y ait des manifestations, qu'il y ait des avis contraires, ce n'est pas seulement au Burkina qu'on voit ça par rapport à des dispositions légales ou constitutionnelles. Mais jamais, ni à Paris, ni en Amérique, une marche n'a changé une loi, n'a changé la Constitution. Ça n'existe pas. Une réécriture un peu rapide de l'histoire, mais pour le président Compaoré, peu importe, pourvu que son projet aboutisse. Le Sénat devrait voir le jour en septembre. D'ici là, l'opposition espère bien faire reculer le gouvernement. L'actualité africaine nous amène également en RD Congo, où les rebelles du M23 sont pris en étau entre la MONUSCO et le gouvernement de Kinshasa. Ils ont jusqu'à demain pour déposer les armes. Partir ou rester? Un dilemme pour ces exilés rwandais installés dans ce camp au nord de Brazzaville au Congo. La plupart sont arrivés en 1994, fuyant le génocide. 19 ans après, le calme est revenu au Rwanda. Conséquence, ils viennent de perdre leur statut de réfugiés. S'offrent à eux à présent 3 options. Repartir, devenir congolais ou redemander un statut de réfugié. Difficile d'imaginer le retour au pays natal. Beaucoup craignent pour leur sécurité. Ma situation m'empêche de rentrer. Je ne peux pas vous l'expliquer ici. Nous avons même appris que ceux qui sont repartis ont été arrêtés. Ils ont ensuite été envoyés combattre avec le M23 et certains ont même disparu. Je ne veux pas repartir. Ceux qui sont partis reviennent ici au camp, car une fois au Rwanda, ils se retrouvent à combattre avec le M23. La peur d'être recrutés par les rebelles du M23, d'être assimilés aux anciens génocidaires, autant de raisons qui expliquent le refus de rentrer au Rwanda. D'autant qu'ils ont reconstruit une vie même précaire au Congo, alors leur statut de réfugiés, ils y tiennent. Il y a plus des réfugiés qui veulent rester, mais sous le statut de réfugiés. Ils n'ont pas choisi le rapatriement volontaire, ni l'intégration locale. Nous avons procédé à un examen, et c'est à l'issue de la décision qui sera donnée par la commission de l'éligibilité, ou bien la commission que nous allons mettre en place, que nous allons juger de leur éligibilité, une fois encore, au statut de réfugié.
Commerçants, maçons ou éleveurs, les 8000 réfugiés rwandais au Congo ont investi la vie économique locale. Ils ont jusqu'à ce soir pour faire ou non un nouveau choix de vie. Retour à l'actualité nationale avec ce communiqué de la Maison du Hadj qui porte la connaissance de la communauté musulmane du Mali qu'elle organise chaque samedi pendant toute la durée de la campagne du pèlerinage de 9h à 13h des séances de formation théorique et pratique sur le pèlerinage à la Maison du Hadj, assise au Centre culturel islamique de Amdalaï. Les thèmes porteront sur le rite du pèlerinage, les formalités administratives du voyage et les conditions de séjour en Arabie Saoudite. La Maison du Hadj invite les pèlerins de toutes les filières d'organisation à prendre part à ces journées hebdomadaires qui débuteront le samedi 3 août 2013. Lutte contre l'hépatite B, l'Association pour la promotion de la santé et le développement sensibilise les autorités pour sa prise en charge. Elle a organisé une journée de plaidoyer sur l'éradication de l'hépatite B dans notre pays. Le compte rendu de Adama Koulibaly. Les femmes leaders et les mères d'enfants avaient accepté faire le déplacement dans cette salle du CICB pour venir prendre conseil auprès des docteurs et des professeurs de la santé sur l'hépatite B, une pandémie qui, comme le sida, fait des ravages au sein des populations. Notre pays, selon les hommes de la santé, est dans une zone à prévalence très élevée de l'hépatite B. Et il est difficile de reconnaître une personne atteinte par la maladie avant analyse des docteurs. L'hépatite B n'est pas une maladie à qui on va vous dire un signe particulier qui n'est vu que dans l'hépatite. Non. Voilà des malades qui peuvent ressentir des situations de fièvre, ressentir des malaises, des douleurs abdominales, des syndromes pseudo-grippales ou genre rhume. À travers des exposés des hommes de la santé, les invités ont pu savoir et comprendre les modes de transmission et de prévention de la maladie, une maladie qui constitue un problème de santé publique chez nous. Assemblée générale annuelle au titre de l'année 2013 de la mutuelle de l'aviateur. Il s'agissait pour les membres de passer en revue les activités menées avec un budget de 600 millions environ. Ils vont aussi planifier les prestations de 2014. Noum Sissoko, reportage. La mutuelle des aviateurs, MUTAV, existe depuis 1989. Elle a vocation à accompagner socialement ses adhérents dès leur entrée en service jusqu'à la retraite. Selon les responsables de la MUTAV, la tenue de la présente Assemblée générale témoigne de la vitalité de la mutuelle. L'ordre du jour qui va porter essentiellement sur les activités majeures au cours de l'année pour tout ce qui est bilan financier d'abord de la mutuelle, pour tout ce qui est prestations. La mutuelle fait des prestations multiples et variées au bénéfice de ses adhérents. Chaque année, la mutuelle de l'armée de l'air fait un prêt d'avance aux différents mutualistes qui le désirent. La mutuelle de l'armée de l'air réalise dans presque toutes les régions aujourd'hui du Mali des lots à usage d'habitation au profit des mutualistes. Cette assemblée générale est censée baliser le terrain pour les activités au titre de l'exercice 2014. La mutuelle va revoir, si c'est nécessaire, des textes, des dispositions concernant le fonctionnement, le statut et le règlement, si c'est nécessaire, mais tout cela est décidé de façon autonome parce que l'Assemblée générale de la mutuelle est vraiment l'instance suprême qui décide de l'avenir et du devenir de la mutuelle de l'aviateur. À la MUTAV, l'on est convaincu que les mutuelles sont nécessaires pour le bien-être de leurs adhérents, d'où l'esprit de solidarité qui caractérise sa devise « Un pour tous et tous pour un ». Sécuriser les personnes et leurs biens dans la capitale, c'est le but des patrouilles de grande envergure. Hier soir, environ 300 éléments des forces armées et de sécurité ont sillonné toute la capitale à bord de 30 véhicules, nous signale Abdul Karim Kaba et son équipe. Ils étaient aussi de la patrouille. Sachez faire la part des choses. Et cette patrouille, c'est pour rassurer la population. Et pour rassurer la population, vous devez faire en sorte que tous ceux qui sont bandits doivent être arrêtés. Le ton est ainsi donné pour la énième patrouille de grande envergure. Environ 300 éléments de la garde, de la gendarmerie, de la police parcourent ensemble Bamako et environ pour un objectif commun,
la sécurité. Nous sommes dans une zone très reculée. C'est la lisière entre Kalabankura ACI, Gouana, précisément la zone aéroportière, avec les champs qui sont aux alentours. Et bon, peut-être que c'est une zone favorable pour les malfrats d'attaquer les gens, de déposséder leurs motos. Ces mesures de sécurité sont appréciées par les usagers. Je suis très content de la patrouille générale. Il faut que maintenant qu'on sécurise la population. Bon, le geste de la police et de la gendarmerie nationale, ça c'est bien, c'est pour la sécurité du Mali. Je les encourage de ne pas baisser les bras, du courage. Au cours de notre périple, de Taliko en commune 4 à Garanti-Bougou, Kalabankura, Daoudabougou en commune 5, en passant par Faladje en commune 6, partout où notre équipe de reportage a sillonné, les personnes ont été fouillées, interpellées et conduites à l'arrondissement le plus proche. Pour cette sortie nocturne, pas de problème majeur, à part la présence de jeunes fumeurs de chanvre indien dans un véhicule et certains en possession de fausses vignettes de motos. Ces derniers temps, les motocyclistes surtout, on a constaté qu'ils utilisent beaucoup plus de fausses vignettes. Quand on les aborde, ils présentent des vignettes, mais les vignettes sont généralement des villages qui ne sont pas de Bamako. Et il est important que les usagers comprennent qu'il faut prendre des vignettes dans la localité où l'on se trouve. C'est très important, c'est pour l'amélioration des conditions de circulation. En procédant ainsi, les agents de sécurité, tout corps confondu, ont ratissé large, des horaires jusqu'au petit matin, au grand bonheur des citadins. Sur ce s'achève cette édition, retrouvée demain pour celle du soir, pour celle de la journée. Amara Malé Diallo, je serai là pour les éditions du soir. Excellente nuit à tous.